Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de La Loupe, la vérité sur Bernard-Henri Lévy. Tout comme dans le premier épisode où nous décrypterons le complément d'enquête qui était consacré à BHL cet été sur France 2, ne perdons pas de temps, à La Loupe numéro 2, c'est parti. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, le reportage fait l'impasse sur beaucoup de sujets que d'aucuns qualifieraient de sensibles. La défense acharnée de DSK et Polanski par BHL sont des exemples déjà évoqués dans le précédent numéro. Un autre sujet sensible, non évoqué et caractéristique de BHL est son recours régulier au mensonge et à l'exagération. Preuve en est avec par exemple sa célèbre mais inexistante amitié avec le lion du Panchir, le commandant Massoud. Le commandant Massoud fut le chef charismatique de la résistance afghane, face à l'invasion soviétique, puis face aux talibans. Il a été victime d'un attentat suicide le 9 septembre 2001, soit 2 jours avant les attentats du 11 septembre. Quelques semaines après l'attentat, dans le cadre d'une mission pour l'État français, Bernard-Henri Lévy déposera alors une petite stèle sur la tombe de Massoud avec inscrit « Au commandant Massoud, aux combattants de la liberté, aux résistants, à l'ami de la France, l'hommage de ses amis de 20 ans. » Question. BHL était donc l'ami d'un des plus grands résistants du XXe siècle, et ce depuis plus de 20 ans en 2001. Eh bien, à en croire bien des spécialistes de l'Afghanistan, ceci est totalement faux. Petit flashback, au début des années 80, BHL, Marek Alter et Alain Guillot partent pour le Pakistan avec pour objectif de livrer des radios aux résistants afghans face aux soviétiques et ainsi favoriser les moyens de communication et de propagande dans ce pays au relief très accentué. Si l'on en croit le site bernardhenrilévy.com, c'est à cette occasion qu'il a rencontré pour la première fois le lion du Panchir. Cette rencontre n'a en fait jamais existé, tout comme la suivante que revendique également BHL sur son site. C'est en tout cas ce que soutiennent de nombreux proches de Massoud. Pour commencer, écoutons Christophe de Ponfilly parler de cette rencontre imaginaire. Apprenant en août 2002 le dépôt de cette stèle, Christophe de Ponfilly, documentariste, auteur de plusieurs films sur l'Afghanistan, bondit sur sa chaise dans les bureaux d'Interscoop, sa société de production. Il sait bien, lui, que cette rencontre entre BHL et Massoud en 1981 est pure invention. Il le sait car en 1998, BHL, après avoir visionné son film Massoud l'Afghan, dont les images l'avaient sincèrement ému, lui a demandé de l'aider à rencontrer Massoud. C'est lui, Christophe de Ponfilly, qui l'a mis en relation avec Mehraboddin Mastan, conseiller et interprète du commandant, lequel a lui-même présenté les deux hommes l'un à l'autre. Nous sommes très reconnaissants à Bernard-Henri Lévy de son engagement en faveur de la cause afghane, prévient Mastan, aujourd'hui chef de cabinet du frère du commandant Massoud, qui s'apprêtait, au moment de l'entretien, à rejoindre le gouvernement de Hamid Karzai. Mais, poursuit-il, cette histoire de rencontre avec Massoud est une invention. En 1981, Bernard-Henri Lévy est resté cantonné à la frontière afghane. Pourquoi aurait-il besoin du documentariste pour rencontrer Massoud puisqu'il l'avait déjà rencontré à 2 reprises? Cette question est tout à fait pertinente. On peut citer pour preuve également Laurence Lomonier-X. Laurence Lomonier-X, médecin, parti en Afghanistan 6 mois après l'intervention soviétique formée des agents de santé locaux avec Aide médicale internationale, n'a pas participé à l'opération Radio Kaboul. Mais c'est la première occidentale à avoir rencontré en 1981 le commandant Massoud au Panchir, dont elle est restée proche jusqu'à sa mort, le 9 septembre 2001. Sans hésitation, elle confirme. Bernard-Henri Lévy et Marek Alter étaient à la frontière pakistano-afghane, à 13 jours de marche du Panchir où se trouvait Massoud. À ma connaissance, ils ne l'ont pas rencontré à ce moment-là. Quant au moment de sa mission en Afghanistan, en 2002, BHL a fait poser la plaque à notre ami de 20 ans et ajouté « de la part des French Doctors » sur la tombe de Massoud, j'ai demandé aux autorités afghanes de la retirer. J'ai beaucoup de respect pour les types qui se lancent dans des causes comme cela, avec courage, mais ça demande un certain niveau d'humilité et d'honnêteté. Et enfin, pour finir de mieux vous convaincre, rien de mieux que de vous citer l'un des participants
à cette opération en 81, à savoir Alain Guillot lui-même. Bernard-Henri Lévy et Marek Alter ont-ils rencontré Ahmed Shah Massoud ou Amin Wardak? Pas facile pour un occidental ignorant du terrain afghan de s'y retrouver parmi ces soldats rebelles qui ont en commun leur opposition résolue aux soviétiques, leur refus du fondamentalisme islamiste et leur charisme personnel. Bernard-Henri Lévy et Marek Alter n'ont pas rencontré Massoud à ce moment-là, explique Alain Guillot. Il y avait 400 km à vol d'oiseau qui les séparaient du Panjshir. Ils ont rencontré ses représentants à Peshawar, dont l'un de ses frères. Il fallait faire une opération de promotion. Je les ai amenés à la frontière pakistano-afghane. J'ai pris des photos de Marek Alter et de Bernard-Henri Lévy dans les montagnes pakistanaises, à la frontière afghano-pakistanaise, que des légendes, qui n'étaient pas de mon fait, pouvaient rendre mensongères. Je leur ai fait rencontrer quelques participants à l'opération appartenant à des groupes de moudjahidines. J'ai organisé cette prise de vue, ils ont pris les pellicules. Après, ils sont restés 10-15 jours et ils sont repartis. Bernard-Henri Lévy et Marek Alter ne se trouvaient donc même pas, à proprement parler, en Afghanistan. En réalité donc, il ne rencontrera Massoud qu'en 1998 et ne passera en sa compagnie directe qu'une heure ou deux. Au-delà même de la durée, peut-on simplement parler d'une amitié. Voilà un mensonge qu'auraient dû vous souligner les journalistes de complément d'enquête. Ce mensonge est loin d'être anodin. En s'inventant encore aujourd'hui une amitié avec Massoud, il épouse son combat et s'accapare de fait une partie de sa respectabilité. Un ami de Massoud, être éminemment respecté de par le monde, ne peut être un sale type. Question d'association. BHL le vaniteux, en s'inventant cette amitié imaginaire, profite de la mémoire du commandant Massoud pour en tirer gloire et salit ceux qui l'ont réellement et totalement soutenu. Et les journalistes de complément d'enquête participent à ce storytelling en contribuant à l'image de défenseurs de l'humanité que BHL aime cultiver. Ils désinforment les spectateurs et ou mentent par omission. Ici, en n'expliquant pas que BHL s'invente sa propre légende ou comme dans sa pseudo-enquête sur la mort de Daniel Pearl, truffée d'erreurs et d'approximations. Cette fâcheuse tendance à positiver le combat de BHL se retrouve également dans le conflit libyen, voyez plutôt. L'une des parties les plus longues et les plus flatteuses du reportage concerne l'épisode libyen. Je vous propose de visionner tout d'abord le passage complet, afin que nous ne soyons pas accusés de montage douteux. Son réseau, son argent, BHL sait aussi en faire une formidable boîte à outils, comme lors de la révolution libyenne. Cette crise, l'apogée de son savoir-faire. Mars 2011. Depuis 2 semaines, un vent de révolte souffle sur Benghazi. BHL y débarque un peu largué. Pourquoi faire? À cet instant, il ne le sait même pas. Jean-Pierre Filiu, historien, ancien diplomate et prof à Sciences Po, est un spécialiste de la région. Au début, l'équipé de BHL en Libye l'a laissé perplexe. Il ne connaît personne, il demande pratiquement dans la rue à tel ou tel qui est le chef des rebelles, il se fait épeler les noms et avec beaucoup d'esbrouf et un certain talent, il a effectivement accès à la direction de la révolution libyenne, donc le Conseil national de transition. Nous avons retrouvé l'un des principaux membres du CNT. Il s'appelle Mansour Saïf Al-Nasser. Il se souvient de son premier contact avec cet inconnu à la chemise impeccable. Le CNT à l'époque cherchait des soutiens et voilà ce monsieur qui vient et qui dit au CNT que je suis là pour vous aider. Il a dit qu'il a une amitié avec le président Sarkozy et qu'il peut convaincre le président Sarkozy à soutenir la révolution libyenne. Et effectivement, depuis Benghazi, il appelle l'Élysée, il parle au président Sarkozy, ce qui évidemment impressionne grandement ses interlocuteurs libyens. Cet appel, le voici, filmé par son propre caméraman. Recevoir ces gens, je suis persuadé que si un pays comme le nôtre reçoit une délégation du Conseil national de transition, ce sera un coup de tonnerre politique. Mansour Saïf Al-Nasser n'en est pas encore revenu. Il se souvient ainsi du philosophe lui proposant, comme à Kiev, souvenez-vous, un programme complet, une sorte de kit BHL avec voyage à Paris,
rencontre avec le président et conférence de presse dans un palace, le tout à ses frais. Il a dit j'organise ça à l'hôtel Raphaël. Alors nous on lui a demandé, vous savez, nous on voudrait savoir combien ça va coûter parce que nous, c'est des révolutionnaires, on n'a pas beaucoup d'argent. Il a dit non, c'est mon cadeau à la Libye. Mon cadeau à la Libye. Je ne demande rien. Il a tout payé de sa poche. Il a payé de sa poche. En jet privé, le philosophe ramène donc à l'Élysée les membres du CNT. Selon lui, l'opération lui aurait coûté autour de 150 000 €. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Le prix d'une bonne publicité, car il va signer avec cette visite son plus beau coup. Une petite semaine aura suffi à BHL pour organiser cette rencontre. Nous sommes le 10 mars 2011. Nicolas Sarkozy reconnaît le CNT comme nouvelle autorité de la Libye. Ce feuilleton, Alain Minc, proche de Nicolas Sarkozy, l'a suivi heure par heure. C'est fou, si vous voulez. Et cet engrenage qui aboutit au fait que Sarko arrache l'accord d'Obama, réunit la coalition et frappe Benghazi. Là, vous pouvez vous dire, un grain de sable peut peser sur l'histoire. Quelques jours plus tard, après un vote à l'ONU, les frappes aériennes stoppent les troupes de Kadhafi, entraînant sa chute. 15 septembre 2011, Nicolas Sarkozy vient célébrer sa victoire à Benghazi. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Derrière lui, une silhouette s'invite sur l'image, comme pour réclamer sa part de gloire. Le reportage présente BHL comme un pied nickelé talentueux, ingénieux, organisateur et sauveur de la résistance libyenne, rien de moins. En clair, un homme fabuleux. Il arrive, cherche les résistants dans la rue, les trouve, appelle Sarkozy et organise la riposte occidentale face au méchant Kadhafi. Et tout ça chemise ouverte, évidemment. Cette présentation est en fait aussi flatteuse que fausse. Encore une fois, si l'on se fie à Lingard et Delaporte, qui ont enquêté sur la présence de BHL en Libye, ce passage enchaîne les exagérations. Son plan était planifié avec la présidence depuis le début. En effet, comme le démontre cet article du Point, BHL avait informé Sarkozy de ses intentions avant même son envol pour la Libye. Ainsi, le mythe du philosophe qui appelle opportunément Sarkozy au secours vole en éclats. Il s'agissait simplement d'une intervention orchestrée depuis plusieurs jours. L'autre exagération concerne la localisation de la résistance libyenne de Benghazi. Dans le reportage, on nous explique donc que BHL ne savait même pas où trouver les représentants du CNT. Ce fait, tout comme le précédent, est au moins exagéré, au pire totalement mensonger. Pour preuve, voici un autre extrait de l'enquête mentionnée précédemment. Pourtant, rencontrer à ce moment-là les membres du Conseil national indépendant libyen n'a rien d'extraordinaire. Tout le monde les voyait, c'était très facile, raconte Jean-Pierre Perrin, reporter du quotidien Libération. Il suffisait d'aller au palais de justice de Benghazi pour les rencontrer, puisqu'ils sont essentiellement avocats, juges et juristes. Ils ne demandaient pas mieux que de parler aux médias. Soucieux de faire sa publicité, Bernard-Henri Lévy a comme souvent su trouver une oreille attentive pour l'alimenter. Dernier point, peut-être le plus important en matière de désinformation, est le fait que BHL soit l'instigateur du rapprochement politique entre la France et le CNT. Comme l'indiquent les deux journalistes enquêteurs dans leur ouvrage, Juppé avait déjà envoyé des émissaires français et était en contact avec le CNT. Pourtant, le ministère français des Affaires étrangères était en relation avec les insurgés de Benghazi avant l'entrée en scène de l'écrivain. Exactement au moment où il arrivait à Benghazi, une mission officielle était en route pour la ville, comprenant une dizaine de diplomates sous la houlette de Jean-Marie Saffa, un diplomate arabisant, et 2 camions chargés de matériels et de médicaments, rapporte Le Monde. Deux questions se posent alors. Pourquoi la France, Sarkozy particulièrement, a-t-elle laissé faire BHL puisque la diplomatie hexagonale avait déjà démarré son office? Pour comprendre cela, il nous faut nous replacer au printemps 2011. À l'époque, Sarkozy, déjà en situation politique compliquée, ne pouvait vendre seul à l'opinion une guerre. Une guerre à laquelle nous allions participer alors que le régime de Kadhafi, quoi que l'on pense de ce dernier, ne nous avait rien fait. Ni attentat, ni meurtre de masse, ni quoi que ce soit d'autre. Ainsi Sarkozy a laissé faire le philosophe, ce dernier ayant l'influence et les réseaux suffisants
pour encourager la gauche à emboîter le pas de la présidence. Le résultat fut positif puisque par exemple lors du vote au Parlement de la poursuite des opérations militaires en Libye, seuls 7 députés PS ont osé voter contre. Et surtout, pourquoi Bernard-Henri Lévy a-t-il dépensé 150 000 € pour la Libye? Le reportage semble nous dire qu'il a favorisé la guerre civile en Libye par humanisme, son cadeau pour la Libye comme le mentionne l'un des dirigeants du CNT. Cette information encore n'est pas tout à fait vraie. Car si l'on en croit Lingard et Delaporte, BHL voulait faire de la Libye le premier pays arabe du XXIe siècle à reconnaître l'État d'Israël. Que s'est-il passé? L'événement était jusque-là passé inaperçu, mais 3 jours plus tôt, l'agence France Presse avait révélé un scoop d'une ampleur considérable, s'il s'était révélé authentique. Une véritable rupture dans l'histoire des relations entre Israël et les pays arabes. Le CNT serait prêt à reconnaître l'État d'Israël et à entretenir des relations normales avec lui. C'est le message verbal que Bernard-Henri Lévy est venu délivrer au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, au nom du Conseil libyen. Le futur régime sera un régime modéré et antiterroriste, qui aura le souci de la justice pour les Palestiniens et de la sécurité pour Israël. C'est du moins ce que fait savoir l'écrivain français à l'agence de presse, car les services du chef du gouvernement israélien se contentent de confirmer la rencontre, sans commenter sa teneur. Sauf que le coup de tonnerre diplomatique s'évente. C'est en réalité un énorme faux pas commis par l'écrivain français. Était-ce une simple volonté de BHL ou est-ce qu'une sorte d'accord tacite avait été passé par BHL avec le CNT? En gros, je vous aide avec mon argent et mon réseau et lorsque vous arriverez au pouvoir, vous reconnaîtrez Israël. Il semblerait que cela soit la deuxième réponse, si l'on en croit le journaliste indépendant israélien Jacques Benilouche dans son article du 27 octobre 2011. Dans cet article, il nous apprend notamment que l'aide israélienne demandée par les insurgés libyens dépendait de la reconnaissance de l'État d'Israël par ces derniers. Cette révélation que BHL fera à l'AFP mettra en tout cas dans un fort embarras les dirigeants du CNT. Ces derniers se verront même contraints de contredire immédiatement le philosophe dans les médias, la question palestinienne étant, comme chacun le sait, un sujet hautement sensible pour les peuples arabes. دعنا نؤكد شيء مهم جدا. الثوار الليبيون هم ليبيون، هم أحفاد عمر المختار، وبالتالي مسألة إعطاء الشرعية لإسرائيل لن تكون هذه ولو في الحلم بالنسبة لإسرائيل ولا تفكر فيها. نحن قضيتنا منذ اليوم الأول كانت قضية حرية، قضية الشعب الليبي هي الحرية. القذافي هو من أعطى هذا الصك في البداية، وتذكرون عندما زايد على هذه المسألة وطالب من العالم وهدد وقال بأن إسرائيل ستكون في خطر في حال استلم ما يسميهم هو معارضيه الحكم. دعيني أقول بصراحة، هنري رجل ليفني رجل يهودي ليس فيه مشكلة. الإشكالية هو ولاؤه وتعصبه لإسرائيل أكثر من بنيامين نتنياهو نفسه، وبالتالي هناك خطر حقيقي. يجب على المجلس الانتقالي أن ينتبه لهذا الرجل. هذا الرجل يأتي ويذهب إلى بنغازي، يأتي ويذهب إلى مصراتة، يجب أن يوقف تحركاته. ليس هناك ضغط، لا يقول لي أحد وينقل رسائل من الرئيس ساركوزي إلى المجلس. بالضبط، مستشار رئيس ساركوزي بالإمكان مجلس انتقالي أن يطلب بكل احترام من السيد ساركوزي بأن يبدل هذا المستشار. هذا الرجل ليس مرغوبا به لا في بنغازي ولا في مصراتة، ويجب أن يتم استبداله. هذه الرسالة مشوشة جدا، وهي في الحقيقة تصب أولا لصالح معمر القذافي وتصب لصالح إسرائيل. يعني انتهى الزمن الذي تكون في إسرائيل هي بوابة الانفتاح نحو أمريكا. نحن اليوم نصنع حريتنا بأنفسنا خديجة، ندفع كل هذا الثمن حتى يأتي ليفني السيد هنري ويقول لنا بأنه والله سندفع صك غفران أو صك سماح إن صح التعبير لإسرائيل. يجب أن لا تحلم إسرائيل بهذا ولا يحلم به السيد هنري. الثوار الليبيون القادمون ثوار هم من نسل عمر المختار والمجاهد الكبير سليمان الباشا الباروني والمجاهد الكبير رمضان السويحلي وسعدون السويحلي. لا يجب أن لا يفكر لا هنري ولا بنيامين نتنياهو في هذا الصك. نعم. سليمان دوغا، شكرا جزيلا. الوطني للانتقال المؤقت والشعب الليبي يستغرب ما تناقلته وكالات الأنباء على لسان السيد برنار ليفي حول نية المجلس في إقامة علاقات مع ما يسمى بإسرائيل، وينفي المجلس الوطني نفيا قاطعا مثل هذا الادعاء. And the council absolutely rejects these allegations. وقد فعلا تم استقبال السيد برنار ليفي كمبعوث شخصي للرئيس الفرنسي، وتم التحدث معه حول أمور ليس من بينها مثل هذا الأمر. وفي كل الأحوال فإن ليبيا عضو في جامعة الدول العربية. Libya is a member of the Arab League.
وفي منظمة المؤتمر الإسلامي. And a member of the Organization of Islamic Conference. وسوف لن يكون صوتها صادحا خارج الصرب. وستلتزم بما تقرره جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي حيال القضية الفلسطينية. وسيكون دورها بالقطع داعما لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة آمنة. Ce point très important n'est une nouvelle fois pas évoqué par les journalistes de France 2. Ils passent sous silence l'évidence que BHL a été en Libye, comme dans d'autres pays, un émissaire de la guerre, un être qui amène les morts avec lui dans ses valises et ses discours depuis déjà plus de 30 ans. Une certaine fierté pour celui-ci, puisque la banderole de son site indique que l'art de la philosophie ne vaut que s'il est un art de la guerre. Un émissaire de la guerre dont la prétendue humanité cache ici en fait rien d'autre que du cynisme politique, car quoi de plus indigne que de profiter de la guerre pour s'arranger politiquement? Pour 150 000 €, BHL, s'il avait réussi son coup, aurait permis de trouver à Israël un nouvel appui arabe de poids, l'argent au service du peuple, version sioniste. Cette information, passée sous silence volontairement par les journalistes de France 2, vont nous amener à parler d'un des points les plus ambigus chez Bernard-Henri Lévy, à savoir ses relations avec l'État israélien. Dire de BHL qu'il est un agent d'influence pour le compte d'Israël n'est pas une révélation. Il suffit pour cela de voir les interventions successives de notre grand philosophe dans les médias, passages dans lesquels il ne cesse de défendre l'État sioniste et tant il rappelle à son auditoire son attachement à sa judéité. Mais de toute urgence. Dernière question, on sait que vous êtes très attaché à l'État d'Israël, à sa survie, à son existence et à sa vie dans la paix. Est-ce que ces bouleversements dans les révolutions arabes, et notamment en Libye, ne menacent pas la stabilité de l'État d'Israël? Attendez, je suis plus que très attaché, je suis inconditionnellement attaché à Israël. Je suis un ami inconditionnel d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. Au long du livre, que c'est comme juif que vous avez fait ce voyage en Libye. Ah oui. Ces voyages, cette saison en Libye, c'est comme français, comme écrivain et comme juif. Et quand je suis sur la place de Benghazi, celle où Nicolas Sarkozy et David Cameron vont parler quelques mois plus tard, je parle là. Il y a des images, on les a vues partout, il y a 30 000 personnes devant moi, des jeunes révolutionnaires, fiévreux, enthousiastes, certains avec lesquels j'aurai sûrement un accord fondamental, d'autres avec lesquels je suis sûrement en désaccord total, désarmés, armés, etc. Je leur parle. Et je leur dis que je suis là comme... Ils me prennent tous pour l'ambassadeur de Sarkozy. Je leur dis, je suis pas ambassadeur, je ne suis même pas sarkozyste, je suis français et juif. Fils d'Israël. Vous représentez des tribus, moi je suis aussi le représentant d'une vieille tribu. Ouais. Le fils d'une des plus anciennes tribus du monde. Alors, Bernard-Henri Lévy, la tribu d'Israël. Et les types, mon cher Shlomo, m'applaudissent à ce moment-là. Ils applaudissent cette idée, cette circonstance et cette vérité du fils d'une des plus anciennes tribus du monde, la tribu des Lévis, s'adressant aux tribus libyennes. Dans un texte intitulé « L'État du monde juif », vous dites « J'ai à quelques mois près l'âge de l'État d'Israël ». Est-ce que le monde juif se résume à son berceau? Bien sûr que non, mais l'État d'Israël pour tout juif et pour tout démocrate, c'est quelque chose de très important. Dans cette histoire, dans ce naufrage qu'a été la décomposition des grands empires, qui a donné partout toutes les tyrannies que nous savons, il y a un cas de démocratie qui tient debout, qui n'a pas sombré, malgré un état de guerre larvé qui dure depuis 60 ans. Et cet État démocratique, c'est Israël. Avec une armée qui fait ce qu'elle a fait à Gaza, comme dit les Nations Unies. Allez, ça c'est pour vous provoquer. Non, avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse où, du haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales. Ça, c'est une plaisanterie. C'est extrêmement sérieux. Il y a 2 reportages pendant la guerre de Gaza et pendant la guerre du Liban où j'interroge des soldats des unités spéciales israéliennes et je démontre, je les décris en effet
essayant par tous les moyens, dans cette situation d'horreur que sont les guerres, d'épargner au maximum Bernard-Henri les victimes Lévy. civiles. Ce qu'il me semble par contre important de révéler, c'est comment son sionisme acharné s'applique sur le terrain de la politique et des médias. Comment, par des méthodes bien précises et grâce à son réseau et son argent, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour annihiler toute contestation israélienne sur le sol français. Première méthode, disqualifier systématiquement l'opposition à la politique israélienne en la qualifiant d'antisémite. Je ne vais pas vous citer le cas Dieudonné ou plus récemment son intervention à l'ONU, mais un autre cas encore plus significatif de cet amalgame systématique. Les cas des actions de boycott des produits israéliens ou BDS. Pour rappel, boycott, désinvestissement et sanctions est une campagne appelant à exercer diverses pressions économiques, académiques, culturelles et politiques sur Israël. Ces pressions internationales passent pour partie par le boycott de produits fabriqués illégalement au regard de la loi internationale ou parce que fabriqués sur des terres volées par la colonisation sauvage. En France, par exemple, les actions portent sur des marques telles que Carrefour, Ahava ou SodaStream. Ces actions, que l'on pourrait bien évidemment comparer dans l'histoire récente aux actions de boycott des produits sud-africains durant l'apartheid, ne sont pour BHL rien d'autre que de l'antisémitisme à visage découvert. Et puis, je dois vous dire que comme le militant en moi, même dans une affaire comme celle-là, qui est où je suis un peu en retrait par rapport à l'actualité politique, où je reprends mon souffle, où je recharge mes batteries métaphysiques, mais le militant en moi n'est jamais totalement en sommeil. Et dans cette époque où il y a tellement d'imbéciles qui mélangent tout, et qui pratique vis-à-vis d'Israël cette chose absolument scandaleuse qui s'appelle le boycott. Le boycott, il y a eu des manifestations à Paris, je ne vais pas revenir là-dessus, sous le parapluie du soi-disant BDS, avec des grandes figures qui ont parrainé tout ça. Ben moi, c'est une manière de dire que j'emmerde les boycotteurs. Voilà, emprunter aux deux musées d'Israël, et leur emprunter beaucoup. Parce que c'est probablement, il y a 150 œuvres dans l'exposition et dans le livre. La plupart viennent d'un prêteur. Il y a 150 œuvres et 80 prêteurs. Donc par définition, chaque prêteur a prêté une œuvre. Sauf les deux musées d'Israël qui sont les plus gros prêteurs de mon exposition. Il doit y avoir 5 œuvres du musée de Tel Aviv, 6 ou 7 du musée de Jérusalem. Et ça, je vous dis un truc, on ne se refuse pas des petits plaisirs. Montrer aux connards qui pensent qu'il faudrait dresser un cordon sanitaire autour des grandes institutions culturelles israéliennes qui peuvent aller se faire voir. Cet amalgame est pour le moins malhonnête quand on sait que c'est souvent le premier à appeler à l'utilisation de ce mode d'action qu'il méprise tant lorsqu'il s'agit d'Israël. Des terroristes en Corse, il appelle à un boycott économique. C'est une de ces analyses comme lui seul sait les faire. Une encore qui déclenche une fois de plus la polémique. Invité sur Canal+ dimanche dernier, Bernard-Henri Lévy est interrogé sur la vague de violences meurtrières en Corse. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de boycotter l'île comme destination touristique? Il faut donner un coup d'arrêt pour que cette minorité de gangsters qui fait la loi comprenne quand même qu'on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. Les JO de Poutine, dont il récuse la politique en Ukraine, il appelle à un boycott. Les JO chinois, Chine dont il désapprouve la politique au Tibet, il appelle à un boycott évidemment. Donc pas de doute, c'est bien le fait que des consommateurs refusent d'acheter des produits israéliens qui le dérangent. Mais pourquoi à votre avis? Selon moi, parce qu'il sait que ce sont des campagnes de boycott massif qui ont en partie obligé les autorités afrikaners d'Afrique du Sud à négocier avec le parti de Mandela à la fin du XXe siècle. Une campagne équivalente à l'échelle internationale à l'encontre des sociétés qui soutiennent la politique israélienne pourrait affaiblir l'économie israélienne en quelques années. Desmond Tutu, prix Nobel de la paix et artisan des campagnes de boycott des produits sud-africains, rappellera cet état de fait dans une tribune en août 2014 dans le journal israélien Haaretz. Et ça, BHL souhaite l'empêcher à tout prix car il sait que cela mettrait Netanyahou dans une situation de faiblesse. Rappelons-nous que les sanctions de l'ONU n'ont jamais fait plier l'État d'Israël. En se rendant sur les plateaux télé, mais surtout en qualifiant d'antisémites les actions de boycott, il espère terroriser un maximum de personnes et ainsi limiter autant que faire se peut les effets de ces campagnes. Deuxième méthode, censurer tout ce qui ne va pas dans le sens des intérêts d'Israël. L'un des pivots de la stratégie de BHL est la censure. Et son pouvoir de nuisance est tel que peu de critiques à son encontre
ou à l'encontre de l'État d'Israël ne passent au travers des fourches caudines de Bernard. Les exemples de censure sont tellement nombreux qu'il me faudrait plusieurs épisodes rien que pour vous les énumérer. Dans le premier épisode, je vous avais déjà expliqué comment il avait joué de ses relations pour empêcher la publication d'un article d'entrevue dans lequel il était démontré que la société des Lévi, la Bécob, avait utilisé des méthodes proches de l'esclavage moderne dans ses filiales de bois en Afrique. Mais ce terrorisme intellectuel ne s'applique pas uniquement à la presse. Il existe de façon générale dans la culture. L'un des exemples les plus prégnants de cet état de fait est le documentaire d'Eyal Sivan, Route 181. Ce documentaire de 2004 met en image la traversée de la Palestine par deux cinéastes, l'un juif, l'autre palestinien. Sur le chemin, ils récoltent des témoignages et confrontent leur point de vue. Pour avoir vu ce documentaire, celui-ci est clairement une charge contre l'État d'Israël. Et ça, notre cher Bernard-Henri Lévy ne peut l'accepter. Il fera alors tout ce qui sera dans son pouvoir pour empêcher la diffusion de ce documentaire. Il mettra la pression sur différentes institutions comme Beaubourg pour que ces dernières ne diffusent pas. En 2005, Lévy écrit au directeur de Beaubourg pour demander la déprogrammation d'un film d'Eyal Sivan qu'il jugeait trop hostile à Israël. Malheureusement pour lui, son intervention qu'il voulait secrète a été rendue publique. Il est probable qu'il ait également joué de ses relations pour que le documentaire soit déprogrammé par le ministère de la Culture, dont Jean-Jacques Ayagon était le ministre. Le même Ayagon que BHL soutiendra quelques jours plus tôt dans l'affaire des intermittents du spectacle. BHL ira même jusqu'à défendre durant un procès resté célèbre Finkielkraut qui avait qualifié Eyal Sivan, le réalisateur juif du documentaire, d'être l'un des acteurs de l'antisémitisme. Encore et toujours le bon vieil amalgame disqualifiant. Cette censure atteindra son objectif puisque le documentaire ne put pas réellement rencontrer son public français. Cela fera dire à Eyal Sivan que la France est gagnée par le sionisme. Dernière méthode, l'injustice à deux vitesses. BHL est un agent d'influence prêt à tout pour vendre Israël à qui veut l'entendre. S'il existe une justice à deux vitesses, pour BHL, il existe surtout une injustice à deux vitesses. Il y a les injustices commises à travers le monde et il y a les injustices israéliennes qui, elles, sont justifiables. Comme parfois une image peut valoir 1000 mots, à vous de juger. Je vous invite d'ailleurs à un petit jeu dans ce petit passage, inverser dans les phrases de BHL les mots bosniaques et libyens, par palestinien. Écoutez, moi je crois que j'écoutais Jean-Pierre Chevènement, il me semble que la différence entre vous et moi, Jean-Pierre Chevènement, c'est que moi je suis allé à Sarajevo et vous peut-être pas. Et moi j'ai vu les gens de Sarajevo, j'ai vu les hommes, les femmes, les enfants bombardés, affamés de Sarajevo, et je crois qu'ils en ont assez. Ils en ont assez de ce langage soi-disant raisonnable. Ils en ont assez d'aller de conférence en conférence qui n'aboutissent à rien, sinon à relancer la logique de la guerre. Car songez-y, chaque conférence de paix n'a fait en réalité qu'accélérer encore le processus de la guerre en permettant aux Serbes de feindre de reculer pour mieux avancer. Et le plan qu'on propose aujourd'hui, ce fameux plan, imaginons qu'il réussisse. Imaginons que la diplomatie aboutisse. Qu'est-ce que c'est sinon une façon d'entériner ce qui nous fait horreur à tous, à vous comme à moi, j'en suis sûr. Raison de laisser la France aux amis de Marine Le Pen ou de Dieudonné. Et qu'est-ce que vous dites aux familles de Gaza qui ont perdu des enfants? Je leur dis que c'est terrible, et je leur dis que malheureusement il faut s'en prendre au Hamas et à ses dirigeants irresponsables et qui ont mené une politique immonde. L'armée israélienne n'est pas responsable. L'armée israélienne a forcément sa part de responsabilité, mais la responsabilité originaire, c'est celle de ceux qui ont déclenché la guerre. Ceux qui ont déclenché la guerre, c'est le Hamas. C'est ensuite la responsabilité de ceux qui ont utilisé leurs propres enfants comme des boucliers humains. Et c'est la responsabilité de ceux, toujours le Hamas, qui ont installé leurs lance-roquettes. Pardon, mais c'est un fait. Dans les écoles ou dans les mosquées. Bon. Israël s'est défendu. Mais on a quand même bombardé, sachant qu'il y avait des enfants. Mais qu'est-ce que peut faire, je sais bien, et ça c'est affreux, mais qu'est-ce que peut faire un État qui reçoit des roquettes sur la tête toute la sainte journée? Comment est-ce qu'il se défend? Dôme de fer. Un pays normal peut pas vivre. Non, mais vous parliez des jeunes filles de Boko Haram, c'est terrible, mais les enfants de Gaza qui meurent, c'est aussi terrible. C'est terrible aussi, et la responsabilité, c'est, hélas, je vous dis, la responsabilité écrasante, il faut le dire, c'est comme ça, c'est un fait, c'est la responsabilité du Hamas. Et les populations, c'est-à-dire les civils résistants, les civils armés, sont très impressionnants aujourd'hui de détermination et de dignité.
Donc pour vous, Bernard-Henri Lévy, la coalition ne s'enlise pas en Libye? Non, je sais qu'on a beaucoup dit cela ces derniers jours pendant que j'étais à Benghazi, à Ajdabiya et ailleurs. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que cette histoire d'enlisement est un thème qui n'a pas de sens. On sait peut-être enliser. Aujourd'hui, le mot n'est plus approprié. La résistance libyenne s'organise. Les chebabs, les jeunes combattants des premiers jours, indisciplinés, mal organisés, sont en train de se doter d'une véritable armée. J'ai trouvé à Benghazi et à Ajdabiya le type d'atmosphère et le type de situation que j'ai connu autrefois à Sarajevo. Des jeunes gens qui n'ont jamais tenu une arme de leur vie, à qui il faut un peu de temps pour apprendre à s'en servir et pour former une véritable armée de la Libye libre. Lévy, je dois citer plusieurs questions en ce sens au Standard d'Inter. Quand Israël bombardait Gaza, vous êtes-vous exprimé pour l'exclusion aérienne? Non, parce que c'est une situation extrêmement différente. Quand Israël bombardait Gaza, c'était en réponse à une pluie de roquettes qui tombait sur la ville de Sderot et sur le sud d'Israël. Rien à voir. Pas besoin d'en rajouter, je pense. Passons à la conclusion. J'aurais pu vous exposer beaucoup d'autres points. J'aurais pu insister sur le fait que BHL est un contre-révolutionnaire dans l'âme. Dès 1985, il participe à une pétition réclamant rien de moins aux USA, donc à la CIA, d'intervenir au Nicaragua. J'aurais pu approfondir son rôle dans le conflit bosniaque, période durant laquelle notre philosophe aurait fait du trafic d'armes, d'après son ami Gilles Herzog, co-scénariste de leur film sur la Bosnie. J'aurais pu revenir également sur le piédestal médiatique sur lequel il trône depuis 30 ans. J'aurais pu le faire et consacrer 5 épisodes au sujet, mais je pense que l'ensemble de ces 2 épisodes suffisent à démontrer 2 évidences. La première est que BHL n'est définitivement pas celui qu'on nous présente. À en croire l'ensemble des écrits et des preuves que nous vous avons fournis, je pense que nous pouvons affirmer sans commune mesure qu'il est l'héritier millionnaire d'un empire industriel néocolonial, la Bécob, qui a fondé une partie de sa fortune sur la sueur, le sang et les tripes du continent africain. Qu'il est un drogué, ça c'est sa femme qui le dit, dont la pensée est à géométrie variable, tantôt pour la défense des droits de l'homme, tantôt soutenant sans aucune mesure le massacre de civils innocents, tantôt pour la défense des femmes, tantôt pour la défense d'agresseurs sexuels comme DSK et Polanski. Qu'il est un des agents les plus virulents en matière de propagande pour l'État israélien. Qu'il est enfin le propre écrivain de sa légende au mépris de la vérité historique. La deuxième évidence, plus importante encore selon moi, est que ce complément d'enquête n'avait rien d'une émission d'enquête. En servant la soupe à notre philosophe dépoitraillé, la rédaction de France 2 a démontré ce que d'aucuns prétendent depuis un certain temps, à savoir que la télé nous ment. Encore une fois, et je répète ce que j'ai déjà dit dans le premier épisode, tout ce que je vous dis ici est accessible à qui souhaite le savoir. J'ai enquêté sérieusement pendant quelques semaines, j'ai visionné 2 dizaines d'heures d'interviews, de reportages, de documentaires et enfin j'ai lu moins de 10 ouvrages. Si l'agence Infolibre a pu le faire, France 2 et ses millions, ses dizaines de journalistes et ses accès privilégiés auraient pu le faire et certainement encore mieux. Ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que cette enquête complaisante est un choix, non une erreur. Une émission de propagande pur jus, une émission qui n'a d'enquête que le nom. Une propagande qui a été savamment orchestrée, et ce jusque dans le choix des journalistes sélectionnés pour sa réalisation. En effet, quoi de mieux que le journaliste qui avait réalisé une enquête totalement à charge contre Dieudonné pour faire ce travail de propagande? Un journaliste donc, Yvan Martinet, impliqué semble-t-il avec Benoît Duquesne dans la modification d'un reportage déjà de complément d'enquête qui portait sur le fait que Sarkozy ait fait rapatrier aux frais du contribuable, 30 000 € tout de même, son fils d'Ukraine, ce dernier ayant eu un malaise dans une discothèque. Voilà ma conclusion. Peut-être est-elle encore trop complaisante à l'encontre des médias ou au contraire trop à charge. Vous avez les faits en tout cas pour juger. J'ai dans l'espoir que cette émission, cette enquête, en 2 épisodes et les preuves que nous vous avons fournies, vous aideront à encore mieux comprendre les rôles de chacun dans ce morbide échiquier qu'est le monde moderne. J'ai dans l'espoir également que cela vous permettra de mieux vous défendre face à vos proches ou vos amis qui vous accuseront de complotisme lorsque vous évoquerez le vrai rôle des médias,
qui vous accuseront d'antisémitisme lorsque, avec justesse, vous douterez de la partialité et de l'honnêteté de la pensée de Bernard-Henri Lévy. Je me joins à toute l'équipe de l'agence Info Libre afin de vous remercier encore une fois pour votre soutien au quotidien, pour vos likes et vos partages qui participent encore et toujours à faire valider et à faire connaître notre travail. Nous vous remercions enfin pour vos dons qui nous permettent de nous déplacer à travers la France et d'encore niveler par le haut la qualité de ce que nous vous proposons. Comme de coutume désormais, j'en terminerai par vous rappeler une chose essentielle. Toute résistance commence par une prise de conscience. Merci.